Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonsoir. Et si notre vie actuelle n'était qu'un chapitre parmi d'autres, dans un vaste récit dont nous n'avons gardé que quelques échos? Et si certaines peurs inexplicables, certains élans spontanés ou certaines rencontres marquantes trouvaient leur origine bien avant notre naissance? Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage aux frontières de la conscience, à la croisée de la spiritualité, de la mémoire et de la science douce, pour explorer un thème aussi fascinant que troublant, les vies antérieures. Longtemps réservé à certaines traditions religieuses ou philosophiques, l'idée de réincarnation et de mémoire d'âme intéresse de plus en plus de personnes en quête de sens ou de mieux-être. Grâce à des approches comme l'hypnose régressive, il est aujourd'hui possible, selon certains praticiens, d'accéder à ces fragments de souvenirs enfouis, de vivre des scènes anciennes et parfois même de comprendre des schémas récurrents dans notre vie actuelle. Mais que sont réellement les vies antérieures? Que peut-on espérer en tirer? Faut-il croire pour en bénéficier? Et que nous dit l'hypnose spirituelle sur la nature profonde de notre conscience? Alors voilà, toutes ces interrogations. Alors dans cette première partie, je vous propose un éclairage sur le fondement de ces croyances anciennes, les apports de l'hypnose dans l'exploration de soi et des témoignages de ceux qui disent l'avoir vécu. Et dans la deuxième partie, nous aurons le plaisir d'accueillir Catherine Roumanoff-Lefebvre, hypnothérapeute, auteure et conférencière angevine, qui viendra partager son regard de praticienne, ses expériences en séance et ce que ces explorations peuvent révéler sur nous-mêmes. Or, l'idée que notre âme ne naît pas avec notre corps et qu'elle a connu plusieurs existences successives est une croyance ancienne, partagée par de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Dans l'Égypte antique, le concept de l'âme, le ba, voyageait entre les mondes. Et si la notion de renaissance physique était plus symbolique, plusieurs textes funéraires, comme le Livre des Morts, évoquent des passages d'une vie à une autre sous l'autorité divine. Chez les Grecs anciens, des philosophes comme Pythagore et Platon enseignaient la métempsychose. L'âme, après la mort, rejoignait sur un autre corps, parfois humain, parfois animal, selon son niveau d'évolution ou ses fautes. Platon, dans son Phèdre ou la République, insiste sur le fait que les âmes choisissent leur prochaine vie en fonction de ce qu'elles ont à expérimenter. Et dans les textes de l'hindouisme, le Bhagavad Gita, la réincarnation est une certitude. Chaque action, karma, influence le cycle des renaissances, samsara, et seul un éveil spirituel profond permet d'en sortir. L'âme, Atman, est éternelle et traverse les vies comme une flamme passant d'une bougie à une autre. Le bouddhisme, né en Inde, mais répandu en Asie, partage cette idée de réincarnation, mais sans notion d'âme fixe. C'est plutôt un courant d'énergie et de conscience influencé par les actes passés qui renaît dans des conditions variables. Et dans le druidisme celte, bien que peu de textes aient survécu, les écrits de Jules César et de Diodore de Sicile rapportent que les druides croyaient à l'immortalité de l'âme et à sa migration dans d'autres corps. Cette croyance dans les vies successives permettrait, selon eux, d'expliquer le courage des guerriers celtes face à la mort. Mais certaines traditions amérindiennes et aborigènes d'Australie ont leur propre conception de la continuité de la conscience à travers plusieurs existences, évidemment formulée différemment. On y retrouve souvent la notion de rêve originel ou de retour sur Terre pour accompagner un clan ou compléter un cycle d'apprentissage. Alors, ces croyances ont traversé le temps et les continents, même si elles diffèrent dans leur forme. Elles s'accordent souvent sur un même principe fondamental. La vie ne s'arrête pas à la mort, elle se transforme. La réincarnation est envisagée comme un cycle évolutif. L'âme s'incarnerait à plusieurs reprises pour expérimenter la vie sous différentes formes.
affronter des épreuves, tisser des liens, apprendre et se libérer petit à petit de certains attachements ou dettes karmiques. Ces vies antérieures ne sont pas forcément linéaires ni limitées à une seule culture, un seul sexe ou une seule époque. Elles formeraient une sorte de grande fresque multidimensionnelle dans laquelle notre conscience a voyagé, incarnée dans différents corps, différents rôles, statuts sociaux ou destinées. Certaines expériences vécues dans ces vies passées pourraient laisser des empreintes profondes dans notre psyché actuelle. Peurs inexpliquées, attirances spontanées, talents innés ou encore des blocages récurrents. Mais ces souvenirs sont enfouis très profondément et ils ne sont pas accessibles pour la mémoire ordinaire, sauf peut-être par l'intermédiaire d'un état modifié de conscience, comme celui que permet l'hypnose spirituelle ou régressive. Alors l'hypnose, c'est un état modifié de conscience qui est entre la veille et le sommeil, qui permet d'atteindre l'inconscient. Cette part de nous où résident nos souvenirs oubliés, nos émotions enfouies, tous nos mécanismes automatiques. Dans une séance d'hypnose régressive, l'accompagnement se concentre non pas sur le passé récent, mais sur des souvenirs qui semblent remonter bien au-delà de l'enfance. Parfois, à l'époque, des lieux ou des situations que la personne ne peut pas avoir connues dans sa vie actuelle. Alors, sous hypnose, certains évoquent spontanément des scènes de vie dans d'autres pays ou d'autres époques, des identités différentes, hommes, femmes, enfants, soldats, guérisseurs, etc., des événements marquants, comme des décès violents, des séparations ou des expériences mystiques. Et surtout, en tout cas, des émotions très fortes, souvent liées à des problématiques vécues dans le présent. Alors, il ne s'agit pas ici de revivre une vie dans son intégralité, mais plutôt d'accéder à des fragments symboliques ou mémoriels qui portent un sens ou un message. Alors, les approches spirituelles, il est souvent dit que l'âme choisit ses incarnations en fonction de ce qu'elle a à expérimenter ou à réparer. Alors, certaines épreuves de la vie, comme des peurs irrationnelles, le vertige, les noyades, le feu, des douleurs physiques sans cause médicale réelle ou des liens karmiques avec des personnes de l'entourage, vous sentez tout de suite un bien-être immédiat avec cette personne, comme si vous l'aviez finalement toujours connue, ou encore des talents innés pour les langues, la musique ou des connaissances historiques pourraient bien sûr être le résidu ou l'héritage d'une ou plusieurs vies antérieures. Alors, l'hypnose spirituelle permettrait alors non seulement d'observer ces mémoires, mais aussi de les comprendre, les intégrer et parfois les libérer pour favoriser un mieux-être dans le présent. Alors, les témoignages de ceux qui ont expérimenté l'hypnose régressive sont souvent bouleversants. Certaines personnes relatent des souvenirs qu'ils considèrent plus réels que la réalité. D'autres ressentent une intense émotion de libération ou de reconnexion. Alors, il n'est pas rare qu'une séance déclenche des prises de conscience sur une blessure profonde, des sensations d'avoir compris l'origine d'un comportement ou d'un blocage, ou encore une genre de paix intérieure, comme si une mémoire avait été enfin reconnue. Et il arrive aussi que les séances fassent émerger des informations qui sont symboliques, des paysages, des couleurs, des figures archétypes, le guide, le maître, les entités, ou des scènes qui ne correspondent pas à une vie terrestre identifiable, mais qui semblent porteuses de sens personnel. Alors, bien sûr, il est essentiel de rappeler que cette pratique, aussi fascinante soit-elle, doit être abordée avec prudence. Tous les souvenirs évoqués en hypnose ne sont pas nécessairement historiquement vérifiables. Certains peuvent relever de l'inconscient symbolique, de l'imaginaire profond ou encore des métaphores de l'âme. Alors, le but, c'est pas de prouver scientifiquement l'existence de la réincarnation, même si certains chercheurs comme le Dr Ian Stevenson ont étudié des cas troublants, mais de permettre une lecture thérapeutique et évolutive de l'expérience. En définitive, qu'on y croit littéralement ou qu'on y voit un outil de développement personnel, l'hypnose spirituelle de régression invite à changer de regard sur soi. Et si nos douleurs n'étaient pas seulement celles d'un corps ou d'un esprit, mais celles d'une mémoire de l'âme. Et si la paix intérieure passait aussi par la reconnaissance de ce qui a été vécu ailleurs, avant, autrement. Alors, ce voyage dans les vies antérieures est un chemin de reliance, de guérison et parfois de réconciliation avec soi-même. Une aventure qui est à la fois intime et universelle, en tout cas à la frontière du mystère. Et si derrière les voiles du temps, d'autres histoires attendaient d'être entendues, des peurs oubliées mais jamais effacées, des fragments d'âme, de lieux, de visages que l'on croit croiser pour la première fois, mais qui résonnent comme un souvenir. Alors, explorer ces vies antérieures, c'est parfois ouvrir une porte secrète.
celle d'une mémoire plus vaste que notre seule existence présente. C'est entamer un dialogue intime avec l'invisible, là où les émotions parlent, une langue que la raison ignore. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors pour éclairer ce voyage intérieur, nous avons le plaisir d'accueillir une femme dont la voix accompagne ceux qui cherchent à comprendre ce que leur âme murmure à travers le silence. Elle nous ouvre maintenant son regard entre expérience, intuition et transformation profonde. Après ce voyage introductif à travers les croyances anciennes, les principes de l'hypnose régressive et les mistoires des mémoires de l'âme, il est temps maintenant de donner la parole à une professionnelle qui accompagne au quotidien celles et ceux qui souhaitent explorer leurs profondeurs intimes. Notre invitée est hypnothérapeute, auteure, conférencière, Catherine Roumanoff-Lefebvre. Elle s'intéresse depuis de nombreuses années à l'hypnose spirituelle et à la régression dans les vies antérieures. Dans un échange riche et éclairant, elle nous expliquera comment se déroule une séance, ce que l'on peut y découvrir et ce que la change dans une vie. Bonjour Bénédicte. Eh bien déjà, merci de venir dans un autre regard, ça fait plaisir et j'espère qu'on va apprendre plein de choses et que ça va aussi persuader les dernières personnes qui ont un petit doute, qui ne savent pas trop. Alors moi, c'est pas du tout mon but en fait de rameuter le plus de monde sur l'hypnose spirituelle et sur la croyance que les vies antérieures existent. En fait, moi, c'est le côté thérapeutique du processus qui m'intéresse. Alors comment déjà est-ce que vous êtes venu à l'hypnose ? Alors d'abord, l'hypnose, c'est un état naturel. Et donc, en tant qu'enfant, j'étais dans la lune très souvent. Je me réfugiais dans un état de ressourcement, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment un mouvement naturel et on fait tous ça. C'est-à-dire qu'on est tous plongés dans nos pensées. C'est un état naturel, l'hypnose. Donc, tout le monde fait de l'hypnose, même sans le savoir. D'accord. Et enfant, d'ailleurs, mes parents m'avaient offert une séance d'hypnose. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est pour moi habituel et normal, en fait. D'accord. Voilà. Et l'hypnose spirituelle, en fait, j'ai découvert ça une fois que je suis devenue hypnothérapeute. C'est vraiment une branche de l'hypnose. Et c'est des protocoles spécifiques qui nous conduisent au-delà du parcours classique de la personne, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va prendre du recul pour regarder les choses de plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé comme déclic pour vous dire, tiens, je ne vais pas me contenter de la vie actuelle, je vais remonter plus loin ? Est-ce qu'il y a un événement marquant, une expérience dans votre parcours ? En fait, mes parents étaient familiers avec la culture indienne. Et pour la moitié de l'humanité, aujourd'hui, les vies antérieures, c'est quelque chose qui existe. Enfin, ça fait partie de la culture et ce n'est pas quelque chose de discutable. Alors nous, ici en Occident, en France, il y a de plus en plus de personnes qui croient à l'existence des vies antérieures. Mais en soi, y croire ou pas, pour moi, ce n'est pas la question. Ce qui compte de nouveau, c'est l'expérience thérapeutique. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on peut à quoi ça sert ? Comment on va se plonger dans une vie antérieure ? Comment on va accéder à une narration, en fait, et qu'est-ce que ça va nous procurer aujourd'hui ? En considérant que c'est évidemment que la vie d'aujourd'hui qui compte, et comment on peut l'améliorer aujourd'hui. Comme ça peut faire des leviers pour changer des choses qu'on a envie de changer, des choses comme ça. Oui, exactement. Des leviers très importants et des changements qui sont pas limités à l'objectif qu'on pourrait avoir, mais qui ont un impact sur plusieurs niveaux de la vie, en fait. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde peut revivre une vie antérieure sous hypnose ou est-ce qu'il y a des blocages ? Alors, donc, pour préciser, donc, évidemment, le protocole s'appelle régression dans les vies antérieures, mais je voudrais quand même revenir là-dessus parce que j'accueille des personnes qui y croient pas. Moi-même, je n'ai pas aucune certitude là-dessus. Et on va développer une narration. Mais là, la façon dont vous vous exprimez, Bénédicte, c'est vous considérez que ça existe. On dit est-ce que tout le monde est capable d'y accéder, etc. Comme si on ouvrait la porte des vies antérieures. Donc, alors, tout le monde est capable d'entrer en hypnose. Et ce qu'il faut savoir, c'est une fois qu'on est en hypnose, si le thérapeute fait une suggestion de régression, de vie antérieure, de n'importe quoi, eh bien, la personne en hypnose est suggestible et va accéder aux réponses. C'est pas pour ça que c'est une preuve de quoi que ce soit.
Et c'est important de le savoir parce que finalement, en hypnose de spectacle, quand on voit Ils font la Mesmer, poule, voilà, de faire le kangourou ou la poule, la personne va accéder à la possibilité de le faire. Après, elle choisit si elle le fait ou pas, mais elle va accéder à la possibilité de le faire. Donc là, c'est pareil, on accède à la possibilité d'une narration qui se passe dans un autre temps, dans une autre biographie, hein, donc on n'est pas la même personne. Mais c'est pas pour ça que ça existe. Donc, pour simplifier, on dit que c'est des vies antérieures, mais voilà, on ne sait pas en fait. Après, j'ai envie de dire qu'importe. Je trouve que l'important, c'est ce qu'on en retire, c'est Exactement. les indices qu'on a pu en récolter, les métaphores qu'on a pu comprendre. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Après, ultime, enfin, voilà, la preuve ultime, à la limite, j'ai pas envie de dire qu'elle est un peu secondaire, quoi. Moi, je trouve que c'est toujours. Voilà, il y a Ian Stevenson aux États-Unis, qui est un psychiatre américain, qui a fait vraiment des recherches toute sa vie, mais sans utiliser l'hypnose. Hein. Lui, c'était basé sur des témoignages d'enfants, comme si les enfants, finalement, pouvaient avoir des réminiscences extrêmement fortes, des détails. Quand un enfant s'exprime en disant, tu sais, avant c'était pas toi ma maman elle s'appelait Marlène par exemple, et les enfants peuvent avoir des souvenirs très forts et après ça se referme, c'est comme si voilà. Après il y a tous les filtres cognitifs qu'on nous met et tout ça qui font que je trouve voilà, et puis des interdictions, voilà, en disant ça n'existe pas. Voilà. C'est ça, on referme un peu le Donc truc. Ian Stevenson, il a écrit ce livre très intéressant qui s'appelle 20 cas suggérant la réincarnation. Il raconte vraiment 20 cas d'enfants, dont certains justement sont indiens, et qui vont dire voilà, moi j'ai été tué, j'étais assassiné, j'étais dans tel village, il s'appelait comme ça, et vont donner suffisamment de détails si on leur pose des questions, en fait. Si on leur dit tais-toi, retourne dans ta chambre, ça n'existe pas. Ça va s'arrêter là. Voilà, ça s'arrête là. Mais si on ah oui, alors ok, ta maman, elle s'appelait Marlène, elle était comment, etc. Et si on développe ce dialogue en considérant ce que dit l'enfant, eh bien, on peut arriver peut-être à beaucoup de détails. Et donc, Ian Stevenson, après, il a vraiment mené une enquête à la Sherlock Holmes pour retrouver les villages, les indices, les histoires, et les enfants ont pu donner des détails que personne ne connaissait, enfin juste une sœur peut-être, une tante, un enfant pouvait connaître de la personne mais qui n'était pas du tout de notoriété publique. Donc il y a eu quand même des coïncidences extrêmement fortes. Ouais, c'est passionnant. Donc avis aux amateurs. Voilà. Alors, que viennent chercher les personnes qui vous consultent pour ce type d'hypnose? Est-ce qu'il y a des profils particuliers ou vraiment il y a des raisons que j'imagine qui sont multiples? Alors moi, je préfère quand c'est moi qui propose, en fait. D'accord. C'est-à-dire que la personne, elle vient avec un problème, elle vient donc avec un objectif, même si elle ne connaît pas l'objectif, mais en tout cas, il y a une conversation au départ qui permet de déterminer ce que veut la personne pour elle. Et puis, on peut, quand la personne a un parcours extrêmement chargé, extrêmement complexe, extrêmement avec des événements bouleversants, et vraiment, c'est une vie très chargée, je dirais. C'est bien, en fait, finalement, quelque part, de prendre du recul. Ce que j'allais dire, ça met à distance. On n'est plus dans la vie actuelle, donc ça permet un petit peu de liberté. Oui, c'est ça. Donc, en fait, au lieu d'être enfermé dans sa propre vie, le fait de s'extraire dans un autre espace-temps, on va, l'inconscient, moi je le vois comme ça, l'inconscient ou la conscience supérieure ou l'intelligence suprême, je ne sais pas, va nous guider dans une histoire qui va nous apporter soit des ressources, c'est-à-dire ça va être une histoire réparatrice, une histoire qui va donner un sens, une histoire qui va donner de la force, du courage, des compréhensions. Et ça, à ce moment-là, le thérapeute n'a quasiment rien à faire qu'à essayer de dérouler l'histoire avec le consultant, ou alors ça va être au contraire un drame absolu qui va se passer dans une vie donc supposée antérieure, et donc là le thérapeute va être beaucoup plus actif. Moi je suis pas du tout partisan d'être juste témoin de la vie et que la personne fasse tout le travail. Elle n'est pas forcément en position de le faire. Elle n'est pas forcément outillée pour. Ouais. Elle n'est pas outillée pour. Et donc, le thérapeute spécialiste des vies antérieures, il a quand même plein de ce que j'appelle des resolutions. C'est-à-dire que quand on tombe sur un nœud émotionnel, un drame absolu, eh bien, on peut en tirer des compréhensions, éventuellement le rescénariser, comprendre ce que ça veut dire et se déplacer dans la même vie ou dans d'autres vies d'ailleurs, et aller chercher des ressources pour que quand le consultant revienne à la vie ordinaire, il a
pu vivre des émotions et des émotions réparatrices. Tout un programme, c'est beau. Oui, c'est tout un programme. Ouais, c'est tout un art de faire, en fait. Ouais. Et c'est bon, c'est une forme d'hypnose qui a fait ses preuves, qui existe depuis les années 70. Et au départ, ça a été justement ce qu'on appelle des régressions spontanées. C'est-à-dire, c'est juste en posant une question, mais une question en hypnose devient une suggestion. On dit et comment ça s'est passé la première fois? Est-ce qu'il y a eu une première fois à cette façon de faire, à ce schéma? Est-ce qu'il y a eu une première fois? Donc la personne peut remonter dans son enfance ou peut très bien faire comme un saut. Voilà. C'est passionnant. Est-ce que vous avez constaté des transformations concrètes chez certains patients après? Bah oui, c'est j'espère. C'est le but. C'est le but. Parce que là, non, il ne se passe rien. Non, j'imagine effectivement que c'est, en fait, ça doit être très émotionnel déjà. Alors, ce qui est très curieux au niveau des émotions, ce qui est très intéressant au niveau des émotions quand on travaille sur les vies antérieures, c'est que si la personne est plongée, par exemple, dans un drame, elle va se mettre à pleurer très fort. Et donc, quand on change d'endroit, puisqu'on a la possibilité en tant que thérapeute de vraiment faire des suggestions qui sont accueillies, en fait, et disant, tu vas 10 minutes après, tu vas 2 heures plus tard, ou tu vas quand c'est terminé. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'information de ce qui s'est passé, mais pas que la personne revive des souffrances. Ça sert strictement à rien. Donc moi, je suis pas du tout. Je fais partie des thérapeutes qui s'amusent à faire souffrir les patients en disant il faut qu'il y ait une libération émotionnelle. Non, moi, je trouve que l'émotion est simplement porteur d'une information. Et puis à ce moment-là, on va changer d'endroit, on va prendre de la distance pour avoir l'information et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet événement. J'ai oublié la question. Oui, non, j'étais dire, parce qu'on a voulu constater des transformations concrètes chez certaines personnes. Bien sûr. Donc en fait, les transformations, elles peuvent être radicales. C'est-à-dire, on a une difficulté, par exemple, je ne sais pas, on s'auto-sabote, etc. Et tout d'un coup, c'est absolument terminé. Voilà. Quand le truc est résolu, il est vraiment résolu pour toujours. C'est pas un entraînement où il faut continuer par auto-hypnose ou je sais pas quoi. Non. Quand le phénomène est résolu, il est vraiment résolu. Ça, c'est déjà... La compréhension est là, je pense que ça... Pouf. Alors, c'est même pas de l'ordre de la compréhension. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de la transformation. Et après, on comprend peut-être comment ça s'est produit. Mais c'est vraiment une transformation qui se fait de façon nette. En fait. Et puis, il y a aussi des transformations qui se font de façon plus profonde et plus souterraine. C'est comme si à l'intérieur de nous, la texture de notre être avait un petit peu changé. Peut-être même si on avait des rêves qu'on n'avait pas réalisés. Une fois, on s'était dit, tiens, peut-être que je pourrais faire ça, des pensées qui... Et puis, tout d'un coup, elles prennent plus d'importance et ça peut changer un peu l'orientation de la vie. Donc, c'est quand même très puissant. Donc ça sert, moi je trouve que c'est très utile dans 2 cas, donc soit pour les personnes qui ont une vie extrêmement chargée et du coup on ne sait plus par quel bout les prendre tellement qu'il y a de difficultés, de problèmes, et donc du coup avec cette voyage dans les supposées vies antérieures, eh bien l'inconscient va nous guider quelque part, c'est-à-dire qu'il va nous dire c'est ça le problème en fait, ou il va aller à l'urgence d'un problème. Ou alors, au contraire, il va aller dans une vie très ressourçante. Et la personne va être transformée parce qu'elle va tout simplement se sentir mieux et que quand on se sent mieux, eh bien, forcément, les problèmes qu'on a nous paraissent moins envahissants. On voit autre chose, ça coupe, ça fait mieux. Ou alors, dans un autre état d'esprit, c'est plutôt pour les personnes qui sont un peu perdues, qui vivent leur vie, mais qui ne savent pas trop, est-ce qu'elles veulent faire ça, est-ce que c'est ça, et qui sont un peu flottantes finalement par rapport à leur existence. Et donc là, ça peut leur donner comme une orientation. C'est-à-dire, il se passe une transformation intérieure qui peut être assez profonde et assez souterraine, dont on ne voit pas l'effet tout de suite, mais qui, au fil des semaines, au fil des mois, vont orienter leur vie un peu comme une évidence. Et donc, moi, je trouve que ce sont des protocoles qui sont extrêmement puissants. Donc, il faut que ce soit extrêmement bien fait, avec des thérapeutes extrêmement compétents, qui soient vraiment capables de faire face à toute situation, parce qu'il y a des personnes qui vont vivre les choses de façon très détachée, et d'autres qui vont les vivre vraiment en étant acteurs principal des vies antérieures. Et donc, du coup, ils vont vivre vraiment toutes les émotions très fort. Il faut vraiment bien accompagner les personnes. Et c'est pour ça que je suis prof pour les hypnothérapeutes, pour les gens déjà formés en hypnose. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se lancer comme ça. Oui.
C'est tellement profond, ça implique tellement de choses. Voilà, je pense qu'il faut faire bien attention. Ça, on parlera tout à l'heure de l'aspect, on va dire, éthique aussi, de faire bien attention si on veut, on ressent l'appel, on va dire, et qu'il faut choisir la bonne personne et qu'il y a des bons protocoles et pas partir comme ça. Voilà. Avec, voilà. Pour moi, moi, je prends pas les personnes qui disent qu'elles veulent explorer un peu. Par curiosité. C'est pas une prestation. Moi, j'aime Ouais. quand ça s'inscrit dans une démarche de thérapie, voilà, un vrai questionnement et pas juste tiens, je fais ça comme je me ferais une couleur chez le coiffeur. C'est pas drôle, quoi. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Il y a certaines mémoires passées, est-ce qu'elles reviennent-elles plus souvent ? Parce qu'il y a des motifs récurrents, des périodes historiques dont on vous parle beaucoup, des types de décès, des schémas karmiques que vous trouvez reviennent beaucoup. Non, moi je trouve que c'est au contraire extrêmement divers, extrêmement varié. Chaque personne a une histoire très particulière. J'ai pas de redondance, il n'y a pas de redondance. Effectivement, un petit peu comme une légende urbaine. Oui, c'est ce que j'allais vous dire là, Oui, alors bon, bien sûr, une vie antérieure, j'étais Cléopâtre, Napoléon, etc. Napoléon, oui, c'est ça, toujours les mêmes d'ailleurs. Toujours les mêmes. Alors, les mêmes qui, d'ailleurs, quand certains médiums vous disent d'avoir des contacts, c'est toujours avec Cléopâtre, Napoléon, voilà. Jules César. Alors, par rapport à ça, donc il y a des gens qui expliquent ça en disant que c'est pas Napoléon lui-même, mais c'est l'égrégore de Napoléon, etc. Bon, moi, je crois pas du tout à ça. Je pense que, voilà, si on veut être Napoléon, on a un désir de puissance, peut-être. Oui, il y a des choses cachées, il y a une lecture à en faire derrière. Voilà, bon. Pourquoi on a choisi, on va dire, ce personnage, effectivement, on est en train de rechercher quelque chose, un sentiment intérieur particulier dont on a besoin, en fait. Après, évidemment, si ça prend cette forme-là, pourquoi pas. Mais effectivement, ça m'est arrivé d'être tombée déjà sur Ramsès II, mais j'en ai pas tiré la conclusion que... C'était Ramsès II. C'est ça. Voilà. C'est pas la conclusion que j'en ai tirée. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Justement, c'est question de lecture symbolique, donc c'est vrai qu'il faut un peu voir au-delà. Ça prête à sourire, mais derrière, effectivement, il y a plein de symboles de tous ces personnages un peu. Tant dans leur histoire, il peut y avoir aussi peut-être des liens récurrents avec l'histoire de cette personne, de cette personnalité, la nôtre, des choses qui font écho peut-être, et puis ou alors on peut considérer que tout est relié, que quand on est sous forme d'âme, qu'on arrive dans la grande conscience après la mort, et ben du coup on est tout à la fois. Donc pourquoi pas ramener qu'on soit en partie, effectivement, ramener une partie de Ramsès II en nous, pourquoi pas. Pourquoi pas. Selon vous, qu'est-ce que nous apprennent ces régressions sur la nature de l'âme, en tout cas ? Grande question philosophique, mais... Ça me pose plus de questions, non pas sur la nature de l'âme, mais sur la nature de la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour nous dans cette vie ? Par exemple, quand on arrive dans une vie antérieure, on n'a pas une vue globale, comme on lirait une biographie de quelqu'un. En fait, on arrive dans une scène. On arrive dans une scène qui peut être calme ou une scène agitée ou pourquoi pas la scène de la mort. Et puis, on a comme ça comme une première information. Et puis, on va se déplacer dans la vie et aller dans des événements importants de la vie. Et donc, du coup, comme la personne ne va pas, ça ne dure pas non plus 5 heures. Donc, en fait, moi je pose la question, à l'événement le plus important de cette vie, etc. Et du coup, ça pose la question pour nous-mêmes dans cette vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que profondément on recherche, quel est notre désir le plus profond, comment on fait face à lui et comment on se dirige dans notre vie pour atteindre nos objectifs, qu'est-ce qu'on rencontre, comment c'est au niveau de l'amour, comment c'est au niveau de l'épanouissement personnel, etc. Donc moi je trouve que ça pose beaucoup de questions sur la vie. Et puis quand on fait aussi ce protocole des vies antérieures, on va visiter le moment de la mort. De quoi on meurt, qu'est-ce qui se passe, quel est notre sentiment, est-ce qu'on est entouré, pas entouré, et qu'est-ce qui se passe après la mort. Et donc, dans les vies antérieures, on va mourir à un moment donné. Et donc, c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe au niveau de la mort et quel est notre sentiment après. Et du coup, quand on a fait ça plusieurs fois, quand on est mort plusieurs fois, en quelque sorte, on a moins peur de la mort. Ouais, c'est un petit goût de déjà vu. Voilà. Donc, il y a plein d'aspects... il y a plein de bénéfices dans ces régressions de vie antérieure.
Alors, on disait tout à l'heure qu'il faut avoir affaire à des professionnels, parce qu'effectivement, c'est très important que la personne soit formée et qu'elle soit finalement parée à un peu toutes les éventualités. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant d'entamer une telle démarche? En fait, c'est un peu la précaution, c'est plus le thérapeute qui doit la prendre, c'est-à-dire souvent une personne qui dit justement, qui dit moi je veux une vie antérieure, cette personne qui dit ça, qui dit je veux faire ce protocole-là, elle a un but, elle a un objectif, elle a le but qu'elle dit d'exploration, etc. Mais elle a plutôt un agenda caché, c'est-à-dire Ouais. qu'elle a souvent un autre but en fait. Ouais. Et c'est ça qu'il faut vraiment À arriver. décortiquer quelles sont ses vraies raisons et les Ex- vraies peurs qui peuvent éventuellement l'animer ou des envies, des objectifs qu'elle voudrait atteindre dont elle n'ose pas forcément. Le dire en fait. Ouais, Donc c'est ça. elle a cet agenda caché et donc elle va quelque part, elle vient vérifier quelque chose. Elle vient vérifier. Ça me rappelle une séance où il y a une personne qui est venue, qui a fait vraiment beaucoup de kilomètres pour venir me consulter. Et son agenda caché, c'était que elle avait dans cette vie actuelle quelqu'un qu'elle considérait comme son âme sœur. Et cette âme sœur, qui était un homme dont elle était amoureuse, n'était pas forcément d'accord pour être son âme sœur, Oups. comme souvent. Ouais. Et donc elle s'était mis ça en tête, parce qu'elle l'avait rencontré quand elle était plus jeune, et puis après elle l'avait revu, etc. Puis finalement, elle s'était dit, tiens, c'est mon âme sœur. Et donc elle était venue vérifier si c'était son âme sœur. Et si c'était son âme sœur, qu'est-ce que ça voulait dire aujourd'hui? Parce que quelqu'un dit, ok, je viens vérifier si c'est mon âme sœur, ok, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en fait? C'est si c'est son âme sœur et que cette personne ne veut pas d'elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle va changer de vie pour voir si ça sera mieux dans la vie d'après? Donc Il y a plein d'interrogations, ouais, ça, on tire plein de ficelles. Il peut y avoir des enjeux majeurs, en fait. Donc il faut vraiment bien décortiquer qu'est-ce que vient faire la personne. En réel, ouais. Et là, finalement, elle avait visité plusieurs vies où cette personne était son âme sœur et ça n'avait jamais pu se produire avec cette personne parce qu'elle était religieuse, il était prêtre, parce qu'il était pris, elle était prise, etc. Il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours quelque chose et à chaque fois, dans ces vies-là, elle était morte. Elle était morte pour lui, en fait, en quelque sorte. Et donc, elle s'est dit, bon, comme je suis morte pour lui pendant plusieurs vies, dans cette vie-là, je vais faire autre chose. Je vais faire autrement. Je vais vivre. C'est ça, oui. Donc, on va casser le schéma. On va casser le schéma. Elle aurait pas très bien pu dire, je suis morte dans différentes vies avec lui, je vais continuer à faire ce que je fais. Donc, voilà, c'est vraiment des précautions très importantes. Oui, oui, c'est ça. Non pas les enjeux, parce que dans le, on va dire, un peu l'inconscient collectif, voilà, c'est encore un peu... Alors, on remonte dans une vie antérieure, effectivement, on est au Cléopâtre. Ça fait du bien à l'ego, mais... Voilà, ça peut prêter à sourire derrière, mais je pense que les gens ne sont pas assez conscients des répercussions qui peuvent être derrière. On fait des découvertes sur soi, ça c'est sûr. On peut effectivement comprendre des choses, mais c'est un peu, voilà, faut être prêt aussi à en tirer des enseignements, quoi. En fait, le danger, finalement, c'est de prendre les choses au pied de la lettre, c'est-à-dire de les prendre littéralement, c'est-à-dire au lieu de dire oui, je suis Cléopâtre, je suis exceptionnelle, c'est qu'est-ce que ça veut dire de moi, de vivre cette vie de Cléopâtre, de quoi j'ai besoin, comment j'ai besoin d'être reconnue, qu'est-ce que ça vient nourrir, mon ego a besoin d'être nourri, mais c'est comment je peux le nourrir dans cette vie-là, est-ce que justement j'ai été au contraire pas reconnue, humiliée, est-ce qu'il y a quelque chose à réparer là-dedans? Donc voilà, Et puis il y a son destin aussi à Cléopâtre, effectivement. Il y a son suicide aussi, donc ça interroge aussi sur, du coup... Moi je voyais plutôt les bains de lait. Ouais, les bains de lait, les bains de lait, les dates, et son joli nez. Mais voilà, donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en fait? Oui, c'est ça. D'où l'importance déjà d'y aller suite à une réflexion et pas se lancer comme ça en disant tiens, je suis curieuse. Oui, mais en fait, souvent, la curiosité affichée, en fait, cache une vraie demande. Donc, mais par contre, il faut être en contact avec cette vraie demande. C'est très important parce que finalement... Je pense que rien déjà que de la verbaliser, déjà de prendre conscience que ce qu'on dit être de la curiosité, qu'il y a quelque chose d'autre derrière, le fait de le verbaliser déjà à une autre personne, je pense que, voilà, déjà, et de s'entendre se le dire finalement. Du coup, quelque part, je pense qu'il y a déjà un déclic. Se le révéler à soi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a deux premiers déclics déjà qui arrivent là où on se dit tiens. Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça et plouf, il y a quand même un petit truc qui se passe déjà là, je pense. Exactement. Qu'est-ce que je viens chercher? Qu'est-ce que je veux me prouver? Voilà. Alors, quel message vous pourriez transmettre à ceux, du coup, qui sont un peu dans ce cas-là, qui se posent des questions, qui s'intéressent à ça, qui ressentent un genre d'appel, en fait, sans oser franchir le pas?
Comme je vous disais, moi, je ne suis pas là pour, pour faire de la publicité à tout va. C'est un peu une démarche très personnelle, en fait. Ce qui compte, effectivement, dans la séance, c'est donc de vivre ce qu'on va vivre, mais c'est l'intégration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait de notre expérience. C'est un peu comme toute expérience de la vie. N'importe quelle expérience dans la vie actuelle, c'est-à-dire il nous arrive quelque chose, mais qu'est-ce qu'on en tire, comment on interprète les choses, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en fait. Et donc cette deuxième partie est très importante. Est-ce que ça va être un blocage ou au contraire, est-ce que ça va me pousser sur d'autres choses à un peu me dépasser? Et donc moi cette deuxième partie qui est justement l'intégration, je la fais toujours dans la continuité de la séance en hypnose en fait. Et du coup en hypnose on a plus de l'attitude, à l'intérieur de nous, et on a plus de possibilités. On a moins de barrières. On a moins de barrières et donc on peut comprendre les choses et les intégrer profondément. Alors, vous avez écrit plusieurs livres sur l'hypnose. Alors, il y en a un qui est très accessible, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est l'hypnose spirituelle et 7 voyages essentiels, seul ou accompagné. Donc ça, c'est vraiment un livre, je trouve qu'il est très bien expliqué. L'approche est très simple, c'est intuitif. Oui. Donc, moi, j'ai trouvé ça, c'est une collection de toute façon que j'adore parce que j'ai sur plusieurs sujets et je trouve que... C'est au lotus et l'éléphant. C'est ça. Une première, on va dire, si on veut mettre un premier pied et puis un peu plus, je trouve que c'est nickel, quoi. J'ai aussi écrit un roman qui s'appelle Juste après mon dernier souffle, qui est disponible en poche aux éditions Le Duc. Et donc ça, c'est un roman, donc c'est le parcours d'une hypnothérapeute. Et je l'ai inscrit dans l'histoire comme si c'était elle qui avait découvert un peu ce protocole d'hypnose régressive. Et donc, il y a des séances aussi qui sont... Donc, ça donne encore d'autres pistes, mais sous un autre biais. Un aspect plus ludique, voilà. C'est ça. Il y a le journal d'une hypnothérapeute qui est sorti aux éditions Erol. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors ça, c'est mon best-seller. Il est sorti il y a quelques années maintenant. C'est un livre qui est tout dessiné. C'est vraiment un cours d'hypnose. C'est-à-dire en le lisant, et c'est assez ludique parce qu'il y a plein de petits dessins, ça nous apprend qu'est-ce que c'est que l'hypnose, comment ça se passe dans un cabinet de consultation, qu'est-ce qu'on peut en attendre, comment fonctionne notre cerveau, qu'est-ce qui fait qu'on va entrer en hypnose dans cet état modifié de conscience. Tout un programme. Alors, est-ce que vous avez des projets en cours, des conférences ou des formations à venir? On va parler actu. Oui, alors en fait, en ce moment, je donne des cours d'auto-hypnose. Donc, c'est sur des dimanches, ça dure une journée, de 9h30 à 17h30. Et donc, j'apprends aux personnes qui s'inscrivent à entrer en hypnose. Donc là, c'est vraiment ouvert à tous. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est à proximité d'Angers. Et puis, sinon, je donne des cours dans des écoles d'hypnose pour apprendre aux hypnothérapeutes ces protocoles de régression dans les vies antérieures. Et puis, en actu, je suis aussi artiste. Voilà, c'est ça. On va parler moins de l'hypnothérapeute, mais de la femme de l'artiste. Donc, voilà. Donc je fais des portraits essentiellement féminins. Et c'est un peu comme des autoportraits, c'est-à-dire je raconte dans ces portraits un peu mes sentiments intérieurs, mes états d'être, mes questionnements. Et on peut voir une expo, ça sera ouvert les 7 et 8 juin à l'occasion d'une visite d'un jardin privé qui s'appelle la Chêneraie à Saint-James-sur-Loire, qui ouvre pour la manifestation nationale et rendez-vous au jardin. Et donc j'expose à cet endroit-là quelques portraits textiles. Voilà, qu'on peut retrouver aussi sur mon site. Oui, j'ai vu ça, moi j'adore. Je suis fan, je trouve qu'il y a tellement de choses à regarder, il y a plein de couches, et puis on a l'œil qui est attiré par certains motifs et pas d'autres. Donc moi je me demande toujours, puis on peut avoir je pense que 4 personnes regardent et 4 personnes vont avoir peut-être une lecture différente aussi sur l'œuvre, qui s'interroge un peu sur soi-même aussi. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de détails dans ces tableaux, des motifs, l'œil se perd et ça crée comme une transe en fait. Ouais, donc on peut entrer en hypnose devant mes tableaux, c'est fait pour ça. Et puis du coup, ça plonge à l'intérieur de soi parce que justement, le personnage exprime quelque chose et nous, on va chercher comme une résonance à l'intérieur de nous. Donc mes tableaux se veulent comme des voyages hypnotiques. Voilà, donc... Tout un programme donc à découvrir le 7 et 8 juin pour ceux qui veulent avoir un aperçu et s'auto-hypnoser devant un portrait textile. Exactement. Ça peut être une expérience nouvelle, moi j'ai envie de dire. Et puis il y a également, il y avait, donc c'était ce week-end, il y avait aussi... Oui, c'était la même chose, c'est un jardin qui ouvre 2 fois par an pour le neurodon et pour les rendez-vous au jardin. Ça c'est important effectivement pour le neurodon, donc ça permettait, j'espère que vous avez eu du monde. Oui, un petit peu malgré le mauvais temps. Oui, là... J'espère qu'il fera beau le 7 et 8 juin. Il faut espérer. Il y a encore un mois devant nous. On va croiser les doigts. On va peut-être finir par avoir du beau temps. Absolument. On ne sait pas.
Eh bien, écoutez, très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaitez partager ? Oui, je voudrais parler un petit peu d'une question du karma, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent le karma comme une fatalité. Qu'ils ne voient que négativement. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est quoi ? Enfin, dans la philosophie indienne, etc., c'est comme si on avait hérité de certaines difficultés, de certains empêchements. Et moi, j'aime beaucoup la phrase d'une certaine Florence Wagner qui dit le karma, c'est comme si on avait hérité d'une paire de chaussures trop petite. Alors évidemment, ça fait mal aux pieds. Ça fait mal aux pieds, voilà. Mais c'est pas une fatalité. Voilà, on peut s'en délivrer, on peut changer de paire de chaussures, on peut les jeter à la poubelle, on peut les agrandir, on peut les faire à son pied. Voilà, il y a des milliards de possibilités. Donc le message, c'est finalement, si vous avez un problème, si vous avez une difficulté, si vous avez même l'impression que c'est une fatalité, eh ben, c'en n'est pas une. On peut toujours s'en défaire. Voilà. Ouais, on peut toujours revoir un petit peu le contrat et puis se libérer de tout ça. Exactement. Ah oui, c'est vrai que c'est important. C'est une version très occidentale de penser que le karma est forcément négatif et puis que du coup, il faut qu'on paye pour des choses alors qu'on peut avoir... Oui, parce qu'en fait, dans l'idée, finalement, au départ, c'est plus l'idée de vivre toutes les phases d'une même expérience. Et c'est un petit peu ça aussi qu'on fait dans la régression des vies antérieures, c'est-à-dire qu'on peut avoir été une victime, on peut avoir été un bourreau, on peut avoir été toutes sortes de choses et toutes sortes de gens, mais c'est comme si on vivait différentes phases d'une même expérience. Et ça, c'est vraiment aussi l'idée que c'est notre... alors, pour être un peu plus ésotérique, on fait pas ça du tout ici. Que ça serait notre âme, qui viendrait, ça serait une part de la conscience qui viendrait vivre une expérience humaine, selon la phrase attribuée à Teilhard de Chardin. Et non pas nous qui faisons une expérience spirituelle, mais c'est notre âme qui vient faire une expérience dans l'incarnation. Et donc, qui vient vivre différentes phases de la même expérience. Et donc, c'est enfin, un regard global. Là, donc on est finalement porteur d'une conscience, on va dire, universelle. Et c'est pour ça qu'on peut avoir été aussi Cléopâtre. Pourquoi pas ? Oui, voilà, faut pas se mettre de barrière, mais voilà. Mais on peut aussi avoir été le crocodile de Cléopâtre, on n'en sait rien. Mais... souvent, les gens, ils n'ont pas forcément des vies passionnantes. Oui. Si on a été serviteur et qu'on a fait la vaisselle pendant... il n'y a pas besoin... 40 ans. Je pars du principe, on n'a pas besoin d'avoir une vie extraordinaire pour pouvoir en tirer des leçons. On a tous vécu, tout le monde, même le plus petit balayeur a vécu des choses. Des apprentissages. Ouais, c'est ça, des apprentissages et il y a des choses à apprendre. Et il y a peut-être des fois un petit peu plus de sagesse même que... Mais bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai que, c'est un peu comme quand on fait sa généalogie, finalement. On remonte le fil et puis on se dit, je vais tomber sur un duc, un machin, un truc. Et puis finalement, non. Moi, je suis sur 400 ans de personnes qui ont travaillé la Terre. Donc, du coup... bien sûr, c'était quand même... Mais avec quand même des galeries de personnages et puis aussi des événements et des choses qui sont... Il y avait plus d'agriculteurs, de serviteurs, de petits métiers, plutôt que de rois et de reines, de toute façon. C'est ça. Donc, du coup, c'est pas pour ça que... C'est toujours même... moi, mes ancêtres, toujours des histoires quand même rocambolesques à leur niveau. Donc, voilà, quoi. Oui. On peut avoir des surprises à ce niveau-là à tout moment. Bien sûr. Alors, je vous remercie de votre visite. Merci, Bénédicte. En tout cas, je suis sûre que ça a été... moi, c'était passionnant. On a appris plein de choses. On a discuté de plein de choses. Ça va nous emmener des pistes de réflexion. Alors... pour tous ceux et celles qui se posent un peu les questions là-dessus, c'est pour ceux pour qui c'est acquis, ceux qui ne savent pas trop quoi. J'espère qu'en tout cas que ça vous a intéressé. Je vous remercie de votre visite. Merci. Et puis ne manquez pas de nous tenir au courant si vous avez d'autres actualités. On sera ravis de les relayer. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité sur hypnothérapie-angers.com et sur art.romanov.com. Et on la remercie vivement de son intervention. Et si nos existences étaient des chapitres d'un grand livre, dont nous ne lisons qu'une page à la fois? À travers cette émission, nous avons exploré l'idée que notre âme porte en elle bien plus que notre mémoire consciente nous permet d'imaginer. Grâce aux éclairages de Catherine Romanoff-Lefebvre, nous avons
entrevu comment l'hypnose régressive peut devenir un outil de compréhension, de libération et parfois même de guérison. Car revisiter ses vies antérieures, ce n'est pas chercher le spectaculaire, mais ouvrir un espace intérieur où les blessures trouvent sens, où les schémas se dévoilent et où l'on peut enfin réconcilier les parts oubliées de soi. Peut-être que nous avons tous des souvenirs qui attendent d'être écoutés. Peut-être que derrière une intuition, un rêve, un lieu qui nous trouble sans raison, dort une autre version de nous-mêmes. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage entre les âges de l'âme. Dans la prochaine émission d'Un autre regard, qui sera diffusée le mardi 3 juin à 21h, je vous invite à plonger au cœur de 3 grands mystères qui fascinent et qui interrogent depuis des siècles. Nous commencerons notre voyage avec les sorcières, figures aussi redoutées que vénérées, mais surtout leurs familiers, ces animaux ou esprits liés à leur pouvoir, tour à tour guides, espions ou compagnons surnaturels. Quel rôle jouent réellement ces entités ? L'histoire et les croyances populaires nous livrent leurs secrets. Nous nous aventurons ensuite dans le territoire flou et troublant des rêves. Que cachent-ils ? Quel message nous envoient-ils ? En explorant leur symbolique, leur mystère et leur lien avec l'inconscient, nous tenterons de lever le voile sur cet univers parallèle que nous visitons chaque nuit sans toujours le comprendre. Et enfin, cap sur l'océan Atlantique pour une escale vertigineuse dans l'énigmatique triangle des Bermudes, lieu de disparition inexpliquée, de légendes maritimes et de théories en tout genre. Ce triangle maudit continue de défier la raison et la science. 3 thématiques, 3 univers, une seule émission pour changer encore une fois votre regard sur l'étrange. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'Un autre regard. Et d'ici là, n'oubliez pas, ce que vous cherchez à l'extérieur a peut-être été déjà vécu en vous, il y a très longtemps. Dans tous les cas, rendez-vous dans une quinzaine et prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio J pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.